Je suis une femme au foyer de 29 ans, mais s'il vous plaît ne me cantonnez pas à ce rôle pour le moment. Je suis impliquée dans diverses activités, bien que rien ne semble durer. La routine? Ce n'est pas vraiment mon truc. Néanmoins, je travaille dur et gagne mon propre argent, même si ce n'est pas autant que Ren. En parlant de Ren, c'est mon mari depuis 2 ans, un radiologue intelligent, mais une décennie plus âgé, à 39 ans. Maintenant, vous vous demandez probablement en quoi cela concerne mon infidélité, n'est-ce pas? Eh bien, la silhouette impressionnante de Ren a d'abord attiré mon attention, mais la réalité m'a frappé de plein fouet après que nous nous soyons mis ensemble. Cependant, j'ai découvert qu'une force physique chez un homme ne détermine pas sa compétence dans d'autres domaines. Ren n'est pas aussi bien pourvu que je l'avais supposé, et notre vie intime n'est pas non plus aussi épanouissante. Il fait des efforts, mais le travail l'épuise, me laissant insatisfaite. C'est ainsi que je me suis retrouvée dans cette situation. Je savais que Ren ne pouvait pas satisfaire mes besoins comme je le désirais, mais je me suis contentée car il répondait à d'autres critères. J'espérais une amélioration, mais elle n'est jamais venue. Maintenant, laissez-moi vous partager les détails sur Léo. Il était mon amant, mais tout cela fait désormais partie du passé. C'est l'homme avec qui j'ai été infidèle alors que j'étais encore mariée. Honnêtement, c'est lui qui a éveillé ma curiosité, me tentant à franchir cette ligne. Je n'ai pas pu résister à l'envie de découvrir ce que c'était que d'être avec un homme comme lui. Avant de plonger dans les détails intrigants, laissez-moi vous dire comment j'ai rencontré Léo. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je ne suis pas du genre à me limiter à une seule chose. J'aime explorer différentes entreprises, garder les choses fraîches. Mon amie Rachel partage le même état d'esprit, alors nous avons uni nos forces en tant que partenaires commerciaux. Récemment, nous nous sommes aventurés dans le monde de la mode masculine en ligne. Oui, je sais que cela semble inhabituel, mais croyez-moi, j'ai déjà essayé des entreprises encore plus étranges auparavant. Je suis toujours à la recherche des dernières tendances et de tout ce qui rapporte de l'argent. Nous avons essayé de vendre des vêtements, et même des vêtements pour femmes en ligne, mais la concurrence dans l'industrie de la mode féminine était féroce. Presque chaque magasin était inondé de vêtements pour femmes. De plus, nous avons remarqué que les femmes ont tendance à négocier davantage et à payer moins par rapport aux hommes. C'est là que l'idée a frappé. Les hommes commandent simplement ce qu'ils veulent, peu importe le prix. Prenez Ren, par exemple, il est un parfait exemple de cela. Il fera des achats sans y réfléchir à 2 fois, et je découvre plus tard qu'il a été surfacturé. C'est le genre de comportement de client que je voulais pour mon entreprise. Nous avons essayé la mode masculine, pensant que ce n'était qu'une expérience, mais cela s'est avéré être un énorme succès. Les bénéfices ont dépassé mes attentes, et soudain j'ai vu cela comme une entreprise qui valait la peine de s'engager. J'avais besoin de fonds pour sécuriser un magasin physique et l'équiper. Ren a rapidement fourni l'argent dès ma demande, ce qui était inhabituel car je demande rarement de l'argent sauf pour des investissements. Grâce à son aide, Rachel et moi avons inauguré notre magasin. Laissez-moi vous dire, les choses sont devenues très excitantes. L'entreprise prospérait, et je savourais chaque moment. Les ventes étaient exceptionnelles, et les clients affluaient. Beaucoup d'hommes préféraient visiter le magasin pour essayer les vêtements eux-mêmes afin d'assurer un ajustement parfait. Ren a mentionné que les hommes ont souvent du mal à trouver des vêtements bien ajustés, surtout autour des bras et ainsi de suite. Heureusement, j'avais de l'espace supplémentaire, donc j'ai aménagé une cabine d'essayage également. Initialement, Ren soutenait énormément l'entreprise et était un client régulier. Cependant, du jour au lendemain, il a commencé à exprimer son opinion selon laquelle une femme ne devrait pas vendre des vêtements pour hommes. Au début, je l'ai ignoré, mais cela a commencé à causer des tensions dans notre mariage. Avec du recul, j'aurais aimé avoir écouté ses paroles. Sans cette entreprise de vêtements, je n'aurais jamais rencontré Léo. Léo était un client régulier qui achetait généralement des chaussures et des cravates dans notre magasin en ligne. Nos transactions se faisaient principalement via Instagram,
donc il n'avait jamais à visiter le magasin en personne. Cependant, un jour, il a décidé de venir en personne, préoccupé par des problèmes de taille. Il s'est avéré que nous étions tous les deux basés au Canada, donc c'était pratique pour lui de passer. Quand il est entré dans le magasin, j'ai été agréablement surprise. Non pas qu'il semblait différent de ses photos Instagram, mais il était encore plus attirant en personne. Il a mentionné avoir besoin de basiques comme des débardeurs, des caleçons, des polos et des smokings, et heureusement, nous avions tout cela et plus encore, grâce au sens de la mode du mari de Rachel. En résumé, quand Léo a essayé les caleçons, j'ai ressenti un fort sentiment de manque. Il a enfilé les caleçons et le débardeur, puis s'est regardé dans le miroir. J'ai été vraiment surprise, car je ne m'y attendais pas. Je veux dire, je n'avais jamais rien vu de tel auparavant, et je dois dire, il était exceptionnellement bien doté. C'était une grande différence par rapport à ce à quoi j'étais habituée avec Ren, donc naturellement, ma curiosité a été éveillée. Il a essayé plusieurs caleçons, et je me suis retrouvée incapable de détourner le regard. Je réalise que je peux sembler assez stupide en ce moment, mais croyez-moi, je suis juste honnête. Je ne suis pas fière de mon comportement, mais soyons honnêtes, j'étais pratiquement incapable de résister. Si j'avais résisté à la tentation à ce moment-là, je suis certaine que j'aurais fini par succomber. Rachel m'a poussée sans relâche, chuchotant à propos de ses qualités impressionnantes. Nous avons essayé de garder notre calme jusqu'à ce qu'il ait fini ses achats et soit parti. Mais une fois qu'il est parti, Rachel n'a pas pu s'empêcher d'en reparler. J'ai dû la faire taire car je savais que je ne pouvais pas me faire confiance pour garder le secret. J'ai fait semblant de ne pas être intéressée, mais en réalité, des pensées à son sujet m'ont obsédée toute la journée. Quand je suis rentrée chez moi, je n'ai pas pu me résoudre à être intime avec mon mari, réalisant que j'étais profondément troublée. Je n'avais jamais été avec quelqu'un aussi bien pourvu que Léo, et je me sentais insatisfaite de Ren depuis un certain temps. La peur de passer à côté m'a tourmentée, faisant de cela l'un des moments les plus frustrants de ma vie. Je m'attends à être critiquée pour mes actes en tant que femme mariée, et j'admets que je le mérite. Je n'aurais pas dû entretenir des pensées à propos de quelqu'un d'autre que mon mari, mais la curiosité était écrasante. Je me sentais obligée de satisfaire ma curiosité après avoir eu l'impression de passer à côté pendant si longtemps. Un jour, j'ai cédé et décidé de contacter Léo, ce qui a initié notre conversation informelle. J'ai abordé divers sujets pour faire durer la conversation, et cela a fonctionné sans effort. Nous avons échangé des remarques pleines de flirt, et avant que je m'en rende compte, il me demandait mon adresse. Au lieu de lui donner mon adresse tout de suite, je lui ai demandé la sienne, et dès le lendemain, j'étais en route vers chez lui. Malgré mes tentatives de résistance, la curiosité me consumait, alors je suis allée le voir. À mon arrivée, j'ai réalisé que Léo était un sacré bon parleur. J'ai clairement fait savoir que j'étais mariée, espérant éviter tout regret, mais il l'a balayé d'un geste nonchalant. Avec le recul, je regrette d'avoir cédé si facilement, mais sur le moment, tout semblait parfait, et il semblait être l'homme idéal. Avant que je m'en rende compte, ce n'était pas juste une rencontre ponctuelle. Cela s'est produit 3 fois ce jour-là, et j'ai même passé la nuit avant de rentrer enfin chez moi le lendemain matin. Maintenant, je regrette profondément mon erreur significative. Quand je suis rentrée chez moi, Ren et moi avons eu une confrontation. Il semblait qu'il pouvait détecter que quelque chose n'allait pas et était prêt à me défier. Il a déversé un flot de paroles, suggérant que je devrais fermer la boutique car cela me menait sur un chemin inconnu. Je m'attendais à ce que Ren soit mécontent que j'ai passé la nuit chez Léo, mais je n'imaginais pas l'ampleur de sa fureur. Il exprimait des soupçons sur mon comportement récent et exigeait une explication pour ma discrétion. Craignant la vérité, j'ai eu recours à la tromperie. Avouer mon infidélité à mon mari était impensable. Je redoutais les dommages potentiels à notre mariage et la perte du seul élément stable de ma vie. Je me sentais piégée dans un mariage qui ne s'était pas déroulé comme je l'avais espéré,
et j'ai donc dissimulé mon infidélité. J'ai choisi de garder mon indiscrétion cachée, pensant que c'était la solution la plus sûre. Je supposais que je ne recroiserais jamais Léo et j'ai continué ma routine quotidienne comme si rien ne s'était passé. Je me suis abstenue de me confier à Rachel, malgré notre partenariat commercial, par manque de confiance. Cacher la vérité s'est avéré être une erreur, car elle a fini par refaire surface pour me hanter. J'ai appris à mes dépens que la tromperie n'est jamais la solution et que la vérité finit toujours par émerger. La vérité a commencé à transparaître à travers la tension dans ma relation avec mon mari. Il était évident que les choses ne pourraient pas revenir à la normale après mon infidélité. Mon manque d'enthousiasme lors des moments intimes était un signe clair que quelque chose n'allait pas. Avant Rennes, je n'avais eu que 2 relations, aucune n'ayant impliqué d'intimité. Il est devenu évident que je n'avais pas connu le véritable amour avant d'épouser Rennes. Léo m'a fait découvrir un tout nouveau niveau de passion, ce qui m'a fait regretter ma relation avec Rennes. Être intime avec Rennes semblait terne par rapport à ce que j'ai vécu avec Léo. Au début, Rennes était patient, mais finalement, il s'est frustré et impatient, me pressant au sujet de mon évitement de l'intimité. Ma réticence a persisté pendant des mois avant que je ne confesse enfin. Rennes, aussi perspicace qu'il est, a commencé à me surveiller de plus près. J'ai fait semblant de ne pas remarquer pour éviter d'éveiller davantage ses soupçons. Puis, de manière inattendue, Léo m'a appelé, suggérant que nous allions à un rendez-vous. Il m'a avoué ses sentiments, ce qui m'a laissé perplexe, sachant que j'étais mariée. Malgré les problèmes dans mon mariage, je ne voulais pas compliquer davantage les choses. Léo a continué à me courtiser, mais au fond de moi, je savais que je ne pourrais pas développer de vrais sentiments pour lui. À la fin, j'ai cédé à la tentation. Une fois, j'ai résisté, mais la peur de rater quelque chose a de nouveau surgi, et j'ai désiré revivre cela. Je reconnais que c'est tordu, mais mes sens reviennent. J'étais convaincue que je faisais ce qui était le mieux pour moi à l'époque. J'ai rencontré Léo pour la dernière fois, passant une autre nuit avec lui. Après cela, j'ai dû mettre fin à notre relation car mon mari commençait à se méfier, et je ne pouvais pas risquer d'éveiller davantage de soupçons. Léo a compris et a convenu que c'était pour le mieux. Il m'a assuré de ne plus me contacter et a mentionné ses projets de quitter le Canada en raison d'une mutation professionnelle. J'ai effacé son numéro et quitté sa demeure ce jour-là. Je suis rentrée chez moi, en supposant que Rennes serait toujours au travail. Mais à ma surprise, il était déjà là. Rennes ne manquait jamais le travail sans raison, donc sa présence était inattendue. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela m'a autant dérangé. Eh bien, le fait d'avoir passé la nuit ailleurs et de ne pas être rentré m'inquiétait. Nous avions déjà eu des problèmes à ce sujet, donc je savais qu'il y aurait des ennuis. J'étais certaine que Rennes était resté à la maison pour me confronter à propos de mes sorties tardives. Et j'avais raison. Il m'a immédiatement accusé d'infidélité, ce qui m'a choquée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me soupçonne d'infidélité. C'était un coup de poignard de l'entendre dire ça. Je savais qu'il avait ses soupçons sur mes activités nocturnes, mais je n'aurais jamais pensé qu'il les relierait à mon infidélité. Cela a dégénéré en une dispute animée, et malgré mes efforts pour éviter d'admettre que j'avais trompé, c'était futile. Il m'a poussé sans relâche à avouer, demandant où j'avais passé la nuit lorsque je n'étais pas rentrée pour la 2e fois. Ces accusations m'ont mise en colère, et j'ai révélé de manière impulsive que je le trompais. C'est alors que j'ai réalisé qu'il essayait de me faire avouer la vérité lui-même. Il était incertain si j'avais été infidèle. Il désirait simplement ma confession. Et j'ai involontairement tombé dans son piège. C'est ainsi que mon mariage s'est effondré, mes amis. La pluie bouillonnait de colère, et il a failli recourir à la violence. Je salue vraiment sa retenue. Je n'aurais pas dû le provoquer, mais ma colère m'a submergée. Il m'a expulsée de notre maison ce jour-là même, et 2 semaines plus tard, j'ai été servie avec les papiers du divorce. Il n'a même pas pris la peine de me parler en personne, et je n'ai eu aucun contact avec lui depuis. J'ai signé les papiers,
Et maintenant j'attends notre date de tribunal pour finaliser le divorce. Ma bêtise et ma curiosité inutile ont mis fin à mon mariage de 2 ans. Mise à jour. Le divorce a finalement été réglé environ 2 mois plus tard. Avant notre séparation officielle, Ren s'est assuré de récupérer l'argent qu'il avait investi dans l'entreprise. Heureusement, j'ai pu le rembourser avec les bénéfices que j'avais réalisés. Il ne communiquait qu'à travers son avocat et ne m'a jamais parlé directement après notre dernière conversation où j'ai avoué avoir été infidèle. Je suis consumée par la culpabilité et le remords depuis. J'aimerais pouvoir tout annuler, mais il est trop tard maintenant. J'ai laissé mes désirs me mener sur un chemin que je regrette profondément. C'est vrai ce qu'ils disent. On ne réalise pas ce qu'on a avant que ce ne soit parti. Il y a quelques mois, je n'aurais jamais pensé que mon ex-mari me manquerait autant qu'aujourd'hui. Je pensais que la trahison était la réponse, mais maintenant je vois à quel point je me trompais. Avec du recul, je réalise que je n'aurais jamais dû épouser Ren si je me sentais insatisfaite. Ce n'était pas juste pour l'un de nous deux. Restez à l'écoute pour une autre histoire captivante. J'ai fait le serment solennel de ne plus jamais assister à une autre fête de célibataire. La dernière fête de célibataire à laquelle j'ai assisté s'est terminée par mon infidélité avec un athlète. J'ai commis une erreur monumentale, et je ne peux qu'espérer que les choses ne vont pas empirer. J'ai toujours entendu dire que les fêtes de célibataire peuvent être sauvages et imprévisibles, mais je ne m'imaginais jamais impliquée dans de telles activités sauvages. Je n'avais même pas envisagé de participer à ces folies. C'est pourquoi cela me peine de réaliser que j'ai baissé ma garde, et maintenant j'ai commis un acte impardonnable. Je suis vraiment effrayée, mes amis. Je suis tellement terrifiée que je ne sais pas quoi faire. J'ai peur que mon mari découvre la vérité, et alors je serai dans de sérieux ennuis. Je sais juste qu'il ne passera pas simplement outre tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Je suis remplie de peur, et il y a de nombreuses raisons à mon appréhension. Je suis une chorégraphe de 30 ans qui a consacré près d'une décennie de sa vie à cet art, une passion qui a pris racine dans mes premières années. Mon mari, un journaliste, restera anonyme car je souhaite préserver sa vie privée. Appelons-le simplement Mike. Il a 32 ans et possède une passion inébranlable pour le journalisme. Il peut sembler que c'est une association inhabituelle, une danseuse et un journaliste, et je me demande souvent comment nous en sommes arrivés là malgré nos professions très différentes. Mike et moi sommes mariés depuis 3 ans, et nous n'avons pas encore commencé une famille en raison de nos nombreux voyages pour divers engagements. Nous avons décidé de reporter d'avoir des enfants jusqu'à ce que nous soyons absolument certains de pouvoir leur consacrer suffisamment de temps pour les élever correctement. Ma profession de danseuse et de chorégraphe m'amène fréquemment à voyager, et c'est ainsi que je me suis retrouvée à me rendre à Chicago pour un mariage. C'était le mariage d'un de mes clients, et je ne connaissais honnêtement personne là-bas à part le client, qui se trouve être un vieil ami à moi. C'est ce mariage en particulier qui m'a conduite à mon état actuel de rétrécissement d'esprit. Avec le recul, j'aurais souhaité refuser le travail et ne jamais assister à ce mariage. Cependant, je comprends que les souhaits ne peuvent pas changer le passé. Lorsque j'ai obtenu le travail initialement, j'en ai discuté avec mon mari, car j'ai toujours cherché son approbation avant de partir en voyage pour le travail. De même, il cherche mon consentement avant ses déplacements professionnels. Je m'excuse d'utiliser le terme « gig ». C'est juste une habitude bizarre chez moi. S'il vous plaît, ne me jugez pas, lol. Quand j'en ai parlé à Mike, il n'a émis aucune objection. Voyager pour le travail a toujours fait partie régulière de ma vie, et il n'a jamais exprimé de plainte. Je pense qu'il est généralement d'accord avec ça parce qu'il voyage lui aussi fréquemment pour le travail. Peut-être qu'il ressent une certaine culpabilité et préfère que nous maintenions une compréhension mutuelle. Honnêtement, ni Mike ni moi ne sommes souvent à la maison, les gars. Nos emplois du temps entrent souvent en conflit, ce qui rend difficile pour nous de passer du temps ensemble à la maison. C'est précisément pourquoi nous avons décidé de reporter d'avoir des enfants, comme vous pouvez probablement l'imaginer. Si nous avions des enfants en ce moment, nous serions probablement les parents les plus absents du monde. À moins que nous engagions une nounou, bien sûr. Maintenant,
Où en étais-je? Oh, oui. Mike m'a donné la permission de me rendre à Chicago pour mon travail, sachant qu'il serait également absent pour affaires. Une fois de plus, nous sommes tous les deux partis de la maison pour remplir nos obligations respectives. En arrivant à Chicago, j'ai été accueilli par une charge de travail importante. En tant que chorégraphe, l'une des tâches les plus difficiles que je rencontre est de chorégraphier pour des mariages. C'est indéniablement l'un des aspects les plus exigeants de ma profession, mais c'est essentiel pour gagner ma vie. Ma responsabilité était d'enseigner aux couples, ainsi qu'à leurs demoiselles d'honneur et à leurs garçons d'honneur, une chorégraphie supplémentaire pour sublimer leur entrée de mariage, similaire aux entrées populaires vues en ligne. Enseigner la danse à des personnes avec peu ou pas d'expérience en danse ou de rythme est une tâche redoutable. Cela s'est avéré être un défi assez redoutable, surtout compte tenu du fait que je n'avais qu'une fenêtre de 2 semaines à partir du moment où je suis arrivé à Chicago pour m'assurer que tout le monde joue parfaitement son rôle. Par moments, le manque de coopération des participants m'a fait envisager d'abandonner. J'étais vraiment au bord de la crise de nerfs. De tels défis ne sont pas rares dans mon domaine de travail, et quand ils surviennent, j'aime avoir de longues conversations avec mon mari pour m'aider à soulager le stress. Lors de ce voyage en particulier, je me suis retrouvée à chercher fréquemment un soutien émotionnel auprès de Mike. Cependant, il est arrivé un moment où il m'a informé qu'il était préoccupé par le travail, ce qui m'a forcé à gérer la situation seule. Je ne suis pas sûre de ce qui m'a traversé l'esprit ou pourquoi j'ai finalement décidé d'assister à cette soirée d'enterrement de vie de garçon spécifique. J'avais décliné la majorité des invitations à des enterrements de vie de garçons que j'avais reçus lors de voyages professionnels. Les rares fois où j'avais assisté à de telles soirées étaient soit pour de proches amis, soit pour des membres de ma famille. Le couple en question, cependant, était des amis de mes années d'université. Lorsqu'ils m'ont invité à leur enterrement de vie de garçon, j'ai immédiatement décliné sans avoir besoin de réfléchir. Mon refus initial découlait en partie de l'épuisement dû à la danse intensive et à l'enseignement que j'avais entrepris. Cependant, le couple s'est montré implacable et a refusé d'accepter mon refus initial. Ils ont continué à me harceler, me pressant d'assister à leur enterrement de vie de garçon commun. Maintenant, avec le recul, je regrette profondément de ne pas avoir tenu bon et d'avoir respecté ma réponse initiale lorsqu'ils ont posé leur première question. Je crois fermement que si j'avais maintenu ma décision, le résultat aurait pu être différent. Lorsque j'ai finalement assisté à l'enterrement de vie de garçon, j'ai rapidement réalisé qu'il s'écartait des normes habituelles des enterrements de vie de garçon. Au lieu d'organiser des célébrations séparées, ce couple a décidé d'organiser un événement commun. Cela s'est avéré être un rassemblement remarquablement animé, et j'ai immédiatement regretté de ne pas être resté chez moi et d'avoir décliné leur invitation. Le lieu débordait de boissons, et les invités dansaient comme s'il n'y avait pas de conséquences. Ceux qui ont déjà participé à une fête de célibataires peuvent probablement comprendre la folie pure que j'ai vécue. C'est surprenant de voir comment certains couples choisissent de telles célébrations extravagantes. Dans ce cas, ce couple en particulier s'est lâché, ne laissant aucune limite inexplorée, pour se délecter de la manière la plus sauvage imaginable. Je me sentais complètement déplacée et je n'ai pas hésité à demander à partir tôt. Le seul problème était que j'avais utilisé la voiture du couple pour me rendre au club, et ils étaient mon moyen de transport. Comme je ne visitais pas souvent la ville, ma connaissance de Chicago était limitée. Au début, j'ai pensé à demander au couple de me réserver un taxi et de me donner des instructions claires sur l'endroit où me déposer. Cependant, j'ai décidé de ne pas le faire, pensant que ce serait impoli d'interrompre leur plaisir et ne voulant pas imposer ou me retrouver dans une situation gênante. Ma peur d'être conduite vers un endroit inconnu par un chauffeur de taxi dans une ville que je ne connaissais pas bien a également influencé ma décision. Je fais partie de la catégorie de femmes qui ont tendance à suranalyser chaque détail et à lire trop de choses dans les situations. Je peux facilement devenir excessivement méfiante même pour les détails les plus mineurs, et je vous fournirai une multitude de raisons pour justifier mes inquiétudes. En cette occasion particulière,
J'ai pris la décision de rester à la fête et de faire de mon mieux pour endurer jusqu'à ce que le couple soit prêt à partir. J'avais le pressentiment que leur départ n'aurait pas lieu tôt car ils ne montraient aucune inclination à quitter la fête prématurément. J'ai passé mon temps à me promener et à goûter aux différents plats exposés. J'ai une passion inébranlable pour la bonne nourriture et je ne veux jamais manquer une occasion de me faire plaisir. Pendant que je parcourais le lieu, me servant de toutes les délices culinaires que je pouvais trouver, un monsieur a attiré mon attention. Il m'a fait signe de le rejoindre. Je comprends que beaucoup d'entre vous pourraient considérer cela comme un geste plutôt cliché. Pour être honnête, j'ai été agréablement surprise qu'un homme ait l'audace de faire un tel geste. Il fut un temps où j'ai naïvement pensé qu'il y avait un signe invisible sur mon front annonçant mon statut marital, et je ne m'attendais à ce qu'aucun homme s'intéresse à moi. Il s'est avéré que tout le monde ne pouvait pas immédiatement deviner que j'étais mariée. Pour être clair, je ne porte pas d'alliance, au cas où vous vous poseriez la question. Ça n'a même pas duré 6 mois avant que je ne la perde d'une manière ou d'une autre. Mon mari a connu un sort similaire, égarant également son alliance. Je suis sûre que nous ne sommes pas le seul couple dans cette situation, étant donné la nature exigeante de nos emplois. Nous savions tous les deux qu'il était presque impossible de garder une trace de quelque chose d'aussi petit qu'une bague. Les premières semaines après notre mariage, j'ai eu du mal à la garder en dansant. Il y a eu des moments où elle glissait de mon doigt, et d'autres où elle restait coincée. Chaque fois que je la perdais, je faisais des efforts sincères pour la chercher. Cependant, avec le temps, j'ai arrêté d'essayer, réalisant qu'elle serait probablement perdue pour de bon. D'un autre côté, mon mari a perdu son alliance en attendant dans la file avec ses collègues pour une entrevue importante. Les journalistes sont prêts à tout pour décrocher des interviews. Plonger leur micro dans le visage de leur sujet peut être assez chaotique. Mon mari partage souvent cela avec moi, et cela a toujours éveillé ma curiosité. Mes excuses pour la digression. Je voulais juste m'assurer que vous compreniez tous que je n'ai pas intentionnellement égaré mon alliance ou les laissé à l'hôtel. Revenons maintenant à l'histoire. Lorsque le monsieur m'a fait signe de le rejoindre, j'ai essayé de faire comme si je n'avais pas remarqué son geste. J'ai d'abord pensé qu'il pourrait être ivre et finirait par perdre tout intérêt et partir quand il en aurait assez. Cependant, il s'est avéré que je me trompais, et il a persisté. Il s'est approché de moi avec un large sourire d'oreille à oreille. Je vous jure, les amis, je dis la vérité ici. À l'époque, je croyais sincèrement qu'il était ivre, mais plus tard, j'ai découvert qu'il était complètement sobre. Contrairement à mes attentes, il ne m'a pas quitté comme je l'avais anticipé. Au contraire, il s'est présenté. Je ne divulguerai pas son vrai nom pour protéger sa vie privée. Appelons-le simplement Brandon. Brandon s'est enquis de mon nom, et je l'ai fourni sans hésitation. Je dois admettre que j'ai trouvé Brandon plutôt attirant quand il s'est approché de moi. Ses dents remarquablement blanches ont attiré mon attention, semblant avoir reçu des soins méticuleux, peut-être par le biais de procédures dentaires coûteuses. Il portait une boucle d'oreille en diamant à une oreille, ou du moins ce qui semblait être une boucle d'oreille en diamant. Je ne pouvais pas confirmer son authenticité. Il semblait être quelqu'un qui investit une somme importante dans son apparence. Je ne comprenais pas pourquoi il voulait soudainement me parler, mais je n'ai pas rejeté ses avances. Quand Brandon est venu vers moi, j'avais déjà bu un verre ou deux, me sentant un peu pompette et joyeuse. Je ne pouvais même pas identifier la boisson que le barman m'avait préparée, mais j'ai quand même pris une gorgée. Elle avait l'air bonne, et je voulais juste la goûter. Mais il est vite devenu évident qu'elle était forte. Brandon a commencé notre conversation par des discussions informelles. Il a demandé si j'avais un lien avec le couple, et j'ai dit que j'étais leur chorégraphe. J'ai demandé quelle était sa relation avec le couple, et il a dit qu'il était un cousin éloigné du marié. Notre conversation s'est rapidement transformée en rire léger, bien que je ne puisse pas me rappeler des sujets spécifiques. La fête est devenue folle, avec des gens qui dansaient, buvaient trop et faisaient diverses choses dans le club. Je n'aurais jamais pensé qu'un enterrement de vie de garçon pourrait tourner à une telle folie, et j'ai même vu le couple faire des choses audacieuses avec d'autres.
J'ai été surprise quand Brandon m'a entraînée sur la piste de danse. Je tiens à préciser que je ne cherche pas à me présenter comme une victime. J'étais pleinement consciente de ses actions mais je n'ai pas résisté. Je l'ai laissé m'emmener sur la piste de danse, me sentant un peu étourdie. Je n'étais pas ivre, mais j'étais quelque part entre la pleine conscience et légèrement pompette. La musique et l'atmosphère ont joué un rôle, et je me suis laissée emporter. Je ne peux pas dire si c'était le look soigné de Brandon, sa confiance, ou les deux, mais je sais qu'à ce moment-là, j'étais attirée par lui. Nous avons dansé et pris quelques verres, et c'est tout avant que les choses ne dégénèrent. Tout a commencé par un baiser, et je ne peux pas expliquer comment cela s'est transformé en quelque chose d'aussi intense. Je tiens à souligner que je n'avais aucune intention que cela aille aussi loin, mais je ne peux pas non plus nier que j'ai joué un rôle en encourageant Brandon. Je sais que tout ce qu'il a fait était parce que je lui ai donné les signaux pour continuer. Un profond sentiment de culpabilité persiste en moi car j'ai permis à Brandon de franchir tant de limites. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans un endroit inconnu avec Brandon à mes côtés, et le poids de mes actions m'a frappée comme une tonne de briques. Passer la nuit avec Brandon, un parfait inconnu, m'a laissée submergée par la honte alors que je quittais précipitamment la chambre d'hôtel. Trahir mon mari avec un parfait inconnu, avec qui je n'avais aucun lien préalable, a ajouté au déshonneur et à la perplexité. Avant de quitter l'hôtel, Brandon m'a remis sa carte de visite, exprimant sa satisfaction de notre nuit ensemble et son intérêt à me revoir. Je n'ai accepté la carte qu'après qu'il ait montré des preuves d'utilisation de protection, car j'étais anxieuse à ce sujet. C'est grâce à cette carte de visite que j'ai découvert que Brandon était un athlète, ce qui m'a poussée à le chercher en ligne. Il s'est avéré être un jeune athlète dans la vingtaine, et la réalisation que j'avais été intime avec quelqu'un 6 ans plus jeune que moi m'a semblé surréaliste. J'ai eu du mal à comprendre mes propres actions, sachant au fond de moi que c'était mes propres choix, et non une force extérieure. Avant la fête de célibataire, j'avais compté les jours avec impatience jusqu'à ce que je puisse quitter Chicago, mais après la fête, je me suis retrouvée à prier ardemment pour que le temps s'arrête jusqu'à ce que je puisse rassembler le courage d'affronter mon mari. Le temps, cependant, n'épargne personne, et je ne fais pas exception. Il est difficile d'exprimer, mais je fais maintenant face aux conséquences de mes actes. La culpabilité pèse sur moi plus lourdement que tout ce que j'ai jamais vécu, et c'est vraiment accablant. Je pensais autrefois que ce sont les couples qui prenaient généralement des décisions folles lors des fêtes de célibataire, mais ironiquement, j'ai fini par être celle qui a fait le choix imprudent. Un athlète ? Sérieusement ? J'ai trahi mon mari avec un jeune athlète, et je suis sincèrement dégoûtée de moi-même. Je n'étais même pas pleinement présente le jour du mariage, et je n'ai pas capturé autant de vidéos que je le ferais habituellement. Au lieu de cela, je me suis repliée sur moi-même, essayant de faire semblant que tout allait bien, même si je savais au fond de moi que rien n'allait bien. Le mariage s'est conclu il y a une semaine, mais je suis toujours ici à Chicago. Je n'ai pas le courage de partir pour le moment. Au cours des derniers jours, mon mari a essayé de me joindre de manière persistante, mais j'ai délibérément évité de répondre à ses appels. Je peine à trouver le courage de lui dire la vérité. Malgré ma réticence, je n'ai pas d'autre choix que de rentrer à la maison demain. Je suis dans une situation difficile et j'ai besoin de ton aide. Pour être honnête, je ne veux pas qu'il découvre la vérité. Je l'aime toujours et je regrette profondément mes actes. L'idée de le perdre est insupportable. J'ai commis une énorme erreur et je sais que je suis égoïste, mais j'ai besoin de ton soutien. Mise à jour. J'ai été découverte par Mike. J'espérais que le temps atténuerait mes problèmes, mais il n'a fait qu'empirer les choses. On dit que le temps guérit, mais pour moi, il a creusé la blessure. Ironiquement, ce n'est même pas ma blessure à la base. C'est moi qui ai ruiné mon mariage avec mon comportement imprudent. Je devais finalement rentrer à la maison, malgré mon désir de rester à Chicago. Il m'a fallu beaucoup de courage pour affronter la réalité. Le coup d'un hôtel à Chicago m'a rappelé de manière brutale de rentrer. À mon retour, j'ai été soulagée de constater que mon mari était parti en voyage d'affaires.
Cela m'a donné un peu de temps pour réfléchir. J'étais dans le déni, mais j'ai réalisé que cela empirait les choses. J'ai lu vos commentaires, mais ils ont eu un impact négatif sur moi. Certains étaient blessants, et je sais que je méritais les critiques. Partager mon histoire sur Reddit était une première pour moi, et j'espère que ce sera la dernière. Tu te souviens quand j'ai mentionné avoir ignoré les appels de mon mari ? Il a laissé plusieurs messages vocaux, et je les ai enfin écoutés après avoir rassemblé mes pensées. Il semblait souvent visiblement contrarié dans la plupart de ses messages, exprimant à plusieurs reprises sa frustration face à mon comportement mystérieux de ne pas répondre à ses appels ou à ses messages. Cependant, c'est le dernier message vocal qui a réellement dévoilé la profondeur de sa colère, car il était furieux et a même menacé de se rendre à Chicago si je ne lui rendais pas son appel. Au début, j'ai ignoré sa menace, en supposant que ce n'était qu'une menace en l'air qu'il ne suivrait pas, mais au moment où j'ai réellement écouté ce dernier message, j'étais déjà sorti de Chicago. Heureusement, il a également mentionné qu'il devait partir pour le travail, ce qui l'a empêché de mettre sa menace à exécution. Après avoir lu de nombreux commentaires sur Reddit, j'ai finalement décidé de tout avouer à mon mari, réalisant que lui cacher la vérité ne ferait que me faire passer pour une personne égoïste et trompeuse, et que je devais assumer mes actes. Je ne prétendrais pas avoir décidé de dire la vérité juste à cause de la pression extérieure. Cela a nécessité beaucoup d'introspection et de voir les choses sous différents angles pour faire ce choix. J'ai fini par reconnaître qu'il était égoïste de tromper mon mari et de penser qu'il était acceptable de lui cacher la vérité. Comme de nombreuses personnes l'ont justement souligné dans les commentaires, j'ai admis que je m'étais comporté de manière arrogante, et ce n'est pas correct. Tromper est une chose, mais tenter de dissimuler la vérité ne fait qu'aggraver le problème. Lorsque cette épreuve prendra fin et que la vérité sera enfin révélée, je ne veux pas qu'il finisse par me mépriser. L'un des facteurs qui m'ont finalement poussé à avouer la vérité a été les messages persistants de l'athlète, qui avait obtenu mon numéro de téléphone par l'intermédiaire du marié, qui se trouvait être son cousin éloigné. Lorsque j'ai demandé comment il avait obtenu mon numéro, il a avoué avoir trompé le marié en prétendant me recruter pour un événement, et dès que j'ai découvert la source, je l'ai bloqué immédiatement. Cependant, il a continué à me contacter en utilisant différents numéros, et j'ai finalement fini par éteindre complètement mon téléphone et en utiliser un autre avec une carte SIM différente, car j'étais fatigué de ces appels incessants. Chaque fois qu'il a tenté de me contacter, cela a été un douloureux rappel de mes terribles actions, comme s'il était une présence indésirable que je ne pouvais pas éloigner. À un moment donné, après avoir rallumé mon téléphone, j'ai remarqué qu'il avait cessé de m'envoyer des messages et de m'appeler. J'ai pris la décision d'effacer tous les journaux d'appel et les messages textes qu'il avait envoyés, me permettant ainsi d'utiliser à nouveau ma carte SIM d'origine. Après seulement une semaine, mon mari est revenu de son voyage de travail et m'a immédiatement demandé une conversation sérieuse. J'étais surprise et anxieuse, pensant qu'il avait d'une manière ou d'une autre découvert la vérité, mais la conversation ne s'est pas déroulée comme je l'avais prévu. Bien que ce fût l'occasion parfaite de me confesser, je n'ai pas pu rassembler le courage de le faire à ce moment-là. Au lieu de cela, je me suis excusée et j'ai expliqué que j'étais tombée malade à Chicago, mais je doutais de ma propre explication. Sa colère était évidente, et il ne m'a pas parlé de toute la journée après son retour. Ce jour-là, je cherchais du réconfort dans la salle de bain et je pleurais sans pouvoir me retenir, me remettant en question et redoutant sa réaction lorsqu'il découvrirait inévitablement ma faute. J'ai réalisé que le pardon était improbable, commençant lentement à accepter cette dure réalité. Même si je m'étais préparée à me confesser, j'étais encore mal préparée pour le moment où il découvrirait la vérité. Le choc et l'anxiété m'ont submergée lorsqu'il m'a confrontée, intensifiant mes regrets de ne pas m'être confessée plus tôt. C'était un samedi matin où nous étions tous les deux à la maison, une occurrence inhabituelle compte tenu de nos emplois du temps chargés. La colère de mon mari persistait, et nous n'avions pas échangé un mot depuis un certain temps. J'ai préparé le déjeuner et je lui ai servi dans le salon pendant qu'il regardait la télévision, ne m'attendant jamais à son geste soudain de pousser violemment l'assiette jusqu'à ce qu'elle se brise par terre.
J'ai été tellement surprise que j'ai failli marcher sur les morceaux brisés en m'énervant et en remettant en question son comportement enfantin. C'était stupide de ma part de penser que je pouvais le réprimander, peu savais-je que j'allais avoir une révélation choquante. À ma grande surprise, il a récupéré son téléphone, a augmenté la luminosité, et me l'a tendu. Alors que je peinais à voir ce qu'il voulait me montrer, j'étais sans voix. L'écran affichait des captures d'écran de messages textes récents de Brandon. Les dates de ces messages indiquaient qu'ils étaient récents, me laissant choqué que Mike ait réussi à capturer des textes dont je n'avais même pas connaissance. J'avais sous-estimé l'intelligence de mon mari, malgré sa profession de journaliste, que j'avais momentanément oublié au milieu de mes tourments personnels. Les messages étaient si récents que j'étais sûre qu'ils n'étaient pas les mêmes supprimés. Il m'est apparu qu'il avait accédé à mon téléphone sans que je le sache pour obtenir ces textes compromettants. Parmi les messages se trouvaient des mots que je ne peux pas me résoudre à répéter entièrement, mais l'un d'eux disait « Je n'arrive pas à oublier cette nuit même si j'ai essayé. S'il te plaît, arrête de m'ignorer pour que je puisse te revoir. » L'embarras de mon mari lisant ces messages révoltants m'a submergée. Brandon s'était estompé de mes pensées car il avait cessé de m'envoyer des messages. J'avais omis de vérifier mon téléphone, préoccupée à trouver le courage de confesser la vérité à mon mari. Il ne m'était pas venu à l'esprit de supprimer les textes. En fait, je n'étais même pas au courant de leur existence. Lorsque Mike a présenté les messages, j'ai été tellement surprise que je n'ai pas pu bouger, fixée sur mon téléphone comme s'il détenait la clé du salut de la situation que j'avais créée. Mike a secoué la tête et a exprimé sa déception, crachant par dédain par terre. Il m'a accusé d'avoir jeté sans scrupule sa confiance, se lamentant sur la façon dont des femmes comme moi érodent la confiance que les maris ont envers leurs femmes. Regrettant, il a exprimé son remords d'avoir jamais accordé la liberté de travailler comme je le voulais. Ces paroles m'ont blessée, me forçant à me couvrir les oreilles pour me protéger de sa critique acerbe. En écoutant, j'ai réalisé l'ampleur de mon erreur grave, comprenant que l'homme qui m'avait autrefois adoré était maintenant répugné par tout ce qui était associé à moi. Ces paroles cinglantes m'ont profondément humiliée. Il m'a encore réprimandé pour avoir caché la vérité pendant des semaines, même si j'ai tenté d'expliquer, mes mots bafouillants et incohérents. Sans me donner la chance de parler, il a brusquement attrapé ses clés de voiture et a quitté la maison. J'ai passé des heures par terre à réfléchir aux événements, me pinquant même dans une vaine tentative de me réveiller de ce qui semblait être une réalité cauchemardesque. Lors d'une brève rencontre avec un inconnu, j'avais imprudemment mis ma vie en danger, et les conséquences, à la fois vécues et continues, dépassaient tout ce que j'aurais pu imaginer. La fin soudaine de mon mariage due à mes propres choix était presque inconcevable. Chaque jour depuis ce moment fatidique a été rempli d'une misère insupportable. J'ai du mal à imaginer ce qui doit lui traverser l'esprit maintenant. La réalisation que mon mari autrefois affectueux me regarde maintenant avec mépris et ignore mes appels est un tourment obsédant. Je reste sous le choc, luttant même en écrivant ceci pour rassembler la force de quitter les confins de ma maison après des jours d'isolement. Le seul message texte que j'ai reçu de Mike indiquait son intention de poursuivre le divorce. Il m'a mis en garde de signer rapidement les papiers du divorce sans faire de scène, car il a menacé de me soumettre à l'humiliation. Je n'ose pas sous-estimer sa détermination à mettre ses paroles à exécution, et donc je m'abstiendrai de résister ou de compliquer le processus de divorce. Ma conscience m'interdit d'agir de manière malveillante dans cette situation. Mise à jour 2. Je suis maintenant officiellement divorcée. La vie s'est avérée être la force la plus imprévisible, car moi, une femme qui était mariée il y a seulement 4 mois, me retrouve divorcée en un laps de temps étonnamment court. La vie a une manière remarquable de vous ramener sur terre de nombreuses façons, vous laissant perplexe sur la manière de commencer à rassembler les morceaux. J'ai reçu une bonne dose de karma, et ça m'a frappé de plein fouet. Mike n'a pas eu besoin de lever le petit doigt pour que je regrette toutes mes décisions une fois de plus. Si vous êtes curieux de savoir ce qui s'est passé au cours des 4 derniers mois, je suis impatiente de partager car j'avais hâte de faire ce post. Tout comme je l'avais promis, j'ai signé les papiers du divorce sans aucun théâtre,
reconnaissant qu'il n'y avait aucun intérêt à le prolonger ou à essayer de déjouer l'inévitable. Comme nous vivions dans un appartement loué et que nous n'avions pas de maison, il n'y a pas eu de dispute concernant les biens et autres. Je suis également reconnaissante que nous n'ayons pas encore fondé de famille. Sinon, la séparation aurait été bien plus douloureuse. J'ai déménagé de l'appartement car je ne pouvais pas me le permettre seule, malgré la décision de Mike de partir. Je suis retournée chez ma tante où je vivais avant de me marier. Elle a été une figure maternelle pour moi, bien que je doive admettre qu'elle n'était pas contente de moi. Les voisins et connaissances ont répandu des rumeurs, donnant leur propre version embellie des événements. Je n'ai pas pris la peine de contester ou de changer leurs histoires car, honnêtement, je ne voyais pas l'intérêt. Alors que certains peuvent exagérer et ajouter un drame inutile, j'ai accepté qu'ils ne mentaient pas, et je l'ai bien cherché. Si seulement j'étais restée fidèle à mon mari et n'avais pas cherché de compagnie ailleurs, je n'aurais pas eu à endurer l'embarras et devenir l'objet de moqueries. Certaines personnes vont même jusqu'à dire que je suis un « produit abîmé » quand elles pensent que je ne fais pas attention. Cependant, aucun de ces jugements ne m'a autant affecté que la prise de conscience de mes propres actions. Je vis avec des regrets chaque jour, et je ne suis pas sûre que la stigmatisation s'effacera un jour. Il semble que tout le quartier soit bien au courant de toute l'histoire, et je doute qu'un homme puisse entrer dans la région sans entendre les rumeurs. Ma tante me rappelle souvent que ces rumeurs pourraient entraver mes chances de me remarier. Cela fait maintenant 4 mois, j'ai reconnu mon erreur et j'ai avancé. J'ai passé suffisamment de temps à me morfondre et j'ai compris que ressasser des regrets et revivre le passé ne changera rien. Mike a avancé dans sa vie, et je mérite la même opportunité. J'ai une carrière à reprendre, et je dois saisir les opportunités qui se présentent à moi. J'ai tiré ma leçon, ce qui a été une expérience précieuse, mais cela ne signifie pas que je doive m'attarder dans le passé. J'ai informé ma tante que j'ai l'intention de rester chez elle pendant seulement 2 mois de plus avant de déménager à New York. J'ai économisé suffisamment d'argent pour ouvrir un studio de danse et un bureau, facilitant mes interactions avec les clients. J'ai coupé court à tous les commérages, même lorsque ma tante et d'autres membres de ma famille essaient de me tenir au courant des activités de mon par exemple. Je leur dis systématiquement que cela ne m'intéresse pas car je n'ai aucune intention de revisiter ces souvenirs. Je travaille actuellement à trouver un logement à New York avant mon déménagement. Brandon a cessé de me contacter 2 mois avant que le divorce ne soit finalisé, et j'ai trouvé la paix depuis. J'espère sincèrement que personne ne commettra les mêmes erreurs que moi, et les femmes devraient s'efforcer d'être plus attentives et de considérer les conséquences de leurs actions avant de fréquenter quelqu'un de sexe opposé. N'oubliez pas de rester en sécurité lors des enterrements de vie de garçons. Restez à l'écoute car nous passons à une autre histoire intéressante. J'ai commis une grave erreur, et en raison de mes croyances égoïstes, j'ai perdu le seul homme que j'ai jamais aimé. Causer de la douleur lui fait du mal d'une manière indescriptible. C'est encore plus déchirant de réaliser qu'il est parti de ma vie pour toujours. J'avais espéré que nous pourrions surmonter mes erreurs ensemble. J'avais un partenaire aimant et un ami, mais je l'ai bêtement sacrifié pour des rencontres sans signification avec des hommes aléatoires. Quand j'avais seulement 20 ans, j'ai rencontré mon futur mari, Donnie, à la bibliothèque. Il m'a gentiment remis un livre d'une étagère haute, et ce geste simple a conduit à une conversation et à un échange de numéros de téléphone. Donnie n'était peut-être pas conventionnellement attirant, mais son charisme captivant m'a séduit. Ce qui a commencé comme une amitié a rapidement évolué en une relation amoureuse. Il a été le premier en tout pour moi, ma première sortie, mon premier baiser, mon premier amour et ma première expérience intime. Pour lui, je n'étais pas sa première, car il avait plus d'expérience que moi, ce qui me faisait me sentir inadéquate. Lorsque Donnie a fait sa demande en mariage, j'ai ressenti un mélange de bonheur et de peur de faire le mauvais choix en tant que partenaire de vie. Après tout, je n'avais personne avec qui le comparer. C'est alors que j'ai suggéré pour la première fois l'idée d'une relation ouverte, pensant que cela m'aiderait à acquérir plus d'expérience avant de m'engager pleinement. Je voulais être sûre qu'il était celui qu'il me fallait. La réaction de Donnie a été intense.
Il a catégoriquement refusé, exprimant qu'il ne voulait pas me partager et me voyait comme sa future épouse. Ces paroles m'ont profondément touchée, me faisant oublier l'idée d'une relation ouverte. J'ai accepté de devenir sa femme de tout cœur. Notre mariage a été une affaire intime remplie de joie, entourée de nos proches. La première année de notre mariage a été un pur bonheur. Cependant, avec le temps, mes doutes persistants ont refait surface. J'ai commencé à craindre que le mariage m'ait privé d'aventures sexuelles excitantes dont mes amis partageaient librement des histoires. J'avais l'impression de ne rien avoir à apporter à ces conversations. J'ai décidé d'aborder le sujet avec Donnie, bien que de manière hésitante. Au début, j'ai laissé entendre l'idée d'une relation ouverte, mais sa réaction m'a clairement indiqué que pousser plus loin pourrait le perdre. J'ai essayé d'aborder le sujet pour pimenter notre vie intime, mais sa réponse ferme et sans équivoque m'a mise en colère. Il a dit qu'il partirait immédiatement. J'ai ressenti qu'il imposait des limites injustes, surtout étant donné qu'il avait fréquenté plusieurs femmes avant moi. Pourquoi ne devrais-je pas avoir la même liberté ? Quelques mois plus tard, j'ai abordé à nouveau le sujet, pour recevoir la même réponse catégorique. Je confesse que me marier avec lui tout en désirant secrètement d'autres hommes était un acte égoïste de ma part. J'ai laissé mon esprit divaguer, espérant bêtement conserver l'amour de Donnie. Maintenant, je regrette d'avoir trahi la personne la plus précieuse de ma vie et cédé à la tentation. Nos instincts primaires sont souvent déclenchés par des événements spécifiques. Dans mon cas, c'était Bob, une figure imposante avec une musculature de culturiste et une assurance affirmée. Il attirait facilement l'attention des femmes et est devenu mon superviseur immédiat lorsqu'il a été muté dans mon service. Bob, dans la trentaine et plus âgé que mon mari et moi, avait un comportement flirtant difficile à résister. Un soir, il m'a invité à boire un verre après le travail, et je n'ai pas pu refuser. Notre conversation est passée du formel à l'intime, et j'ai avoué mon désir de plus que la monogamie. Bob a suggéré que je présente l'idée d'un mariage ouvert à mon mari comme une décision établie, sans chercher sa permission. Avec le recul, je réalise que le conseil de Bob était mal avisé, motivé par ses propres désirs. Cette nuit-là, il m'a fait me sentir spécial, mais c'était une infatuation éphémère. En rentrant chez moi, j'ai discrètement effacé l'odeur d'alcool et de cologne inconnue, ressentant le poids de ma trahison. Puis j'ai réveillé Donnie et je lui ai dit que j'avais besoin de parler. Il a dit qu'il avait aussi des nouvelles importantes, mais m'a laissé parler en premier. Son visage s'est illuminé de joie en m'écoutant, puis s'est assombri. Mais je suis restée ferme, lui disant que je voulais passer du temps avec d'autres hommes et espérais qu'il me soutiendrait. Je voulais l'admiration et l'adoration d'autres hommes, comme Donnie avait donné à d'autres femmes. Je regrette ces mots et ils me font toujours pleurer. Il m'a regardé pendant longtemps, puis a baissé la tête. Après un long silence, il a dit « Si c'est ce que tu veux, alors ça me va ». Il est parti sans partager ses nouvelles. Le lendemain, j'ai embrassé mon patron avec empressement. Bob est devenu mon premier amant après Donnie, mais pas le dernier. J'ai commencé à sortir avec des collègues le vendredi et parfois je me suis réveillée le samedi avec un inconnu. Je pensais que Donnie l'avait accepté. Mais après 2 mois, la réalité m'a rattrapée. Un vendredi, Bob est venu me chercher en supposant que Donnie était parti. Je pensais que nous pourrions avoir des rencontres avant le travail. Mais Donnie était toujours à la maison. Il a accueilli Bob avec un sourire, ne montrant ni colère, ni douleur, ni déception. Je pensais qu'il était d'accord avec notre mariage ouvert, mais je me trompais. En chemin vers le travail, Bob plaisantait sur la façon dont Donnie avait accepté la relation ouverte. C'était un vendredi. Bob et moi avons réservé une chambre avec vue sur la skyline de la ville. Ce soir-là, nous avons été intimes. Quand je suis rentrée chez moi le samedi, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. L'air était rempli d'une immobilité troublante. Normalement, mon mari et moi ne travaillions pas le week-end, et il avait toujours sa musique préférée qui jouait fort. J'ai regardé dans notre salle de sport,
mais il n'était pas sur le tapis roulant comme il l'était habituellement les samedis matins. Espérant retrouver un peu de normalité, je suis allée à la cuisine où il préparait habituellement le café. Sur le comptoir, j'ai vu ma tasse préférée, ce qui m'a fait sourire, me rappelant notre vie partagée. J'ai attrapé la tasse, impatiente de prendre une gorgée, mais elle était vide. À l'intérieur, j'ai trouvé une enveloppe avec une lettre. Je ne me souviens pas des mots exacts, mais je l'ai gardée comme un rappel douloureux de comment j'ai laissé un mariage autrefois magnifique se briser à cause d'aventures sans lendemain. Je suis profondément déçue de moi-même. J'ai pris beaucoup de décisions stupides, mais perdre Donnie est mon plus grand regret. La lettre révélait que Donnie était parti en voyage d'affaires au Canada pendant un mois. À son retour, il prévoyait d'entamer une procédure de divorce. Il regrettait de m'avoir épousée et d'avoir passé autant de temps ensemble. À côté de la lettre se trouvait un billet d'avion et un passeport émis à mon nom. Au dos du billet, il y avait un message. « Te souviens-tu de la nouvelle que j'ai partagée il y a 2 mois ? Eh bien, la voici. Ma société était prête à couvrir nos frais d'hébergement au Canada et t'offrait un emploi. » Au fond de la tasse se trouvait son alliance. Mon monde s'est effondré sous mes yeux. J'ai passé le reste de la journée à fixer cette tasse, incapable de manger ou de boire, perdu dans le désespoir. Ce qui a suivi a été une profonde dépression alors que ma vie s'effondrait lentement. Le lendemain même, comme si c'était écrit, le meilleur ami de Donnie est arrivé pour emporter toutes ses affaires. J'ai pleuré de manière incontrôlable en le regardant et quelques déménageurs emportaient presque tout ce qui appartenait à mon mari. L'ami de Donnie m'a regardé avec dégoût et m'a traité de honte. Ces paroles m'ont blessée à l'époque, mais elles me blessent encore plus maintenant car depuis le départ de mon mari, ma maison me semble douloureusement vide et désolée. Dans une tentative de me distraire de la douleur de perdre mon bien-aimé, j'ai enchaîné les aventures, de lit en lit. J'essayais d'atténuer la douleur profonde qui m'habitait. Puis, à peine 1 semaine après que tout se soit effondré, Bob a soumis une demande de mutation. Quand je lui ai demandé pourquoi, mentionnant que je croyais qu'il se passait quelque chose de spécial entre nous, il a répondu froidement, affirmant qu'il passait à autre chose maintenant que l'excitation s'était dissipée. Je me suis sentie profondément trahie. Mon nouveau patron a immédiatement développé une forte aversion à mon égard. La détresse de ma vie personnelle a significativement affecté mes performances au travail. Il n'a pas fallu longtemps avant que je sois renvoyée à cause d'une autre erreur. Mes parents et mes amis se sont complètement distanciés de moi. L'ami de Donnie a révélé mon comportement promiscuité, entraînant leur rejet pour avoir quitté mon mariage pour un autre homme. En peu de temps, j'ai perdu tout ce qui comptait pour moi. 1 mois plus tard, Donnie est revenu de son voyage et a entamé une procédure de divorce. Malgré mes nombreuses tentatives de le raisonner et de chercher un conseil, il a refusé de dialoguer avec moi. Après notre séparation officielle, je me suis retrouvée sans domicile, sans soutien, et sans personne qui se souciait de moi. Je porte toujours une profonde haine de moi-même pour avoir tout gâché.